Amis du livre et de la lecture, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre. Un écrivain, une œuvre. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir un écrivain. Il se prénomme Hilaire Dovono. Hilaire, bonjour. Bonjour, Asté. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes écrivain, mais avant, vous êtes d'abord administrateur culturel. J'ai fait l'ENA, j'ai fait les sciences et informations documentaires. Oui. C'est ma profession. Oui. J'ai fait aussi un master en gestion des industries culturelles, mais je n'exerce pas tellement cette fonction. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je fais des consultations en gestion électronique des archives et de la documentation. Tout à fait. Voilà, depuis 2006, vous avez eu à publier l'œuvre que j'ai en main, intitulée La floraison des baobabs. C'est un recueil de nouvelles. Et un recueil de nouvelles, les unes aussi intéressantes que les autres. Nous allons d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, citer les titres de cette œuvre. Nous avons le Père, nous avons le vieil homme et la statuette d'ébène, sous le signe du serpent. Maman est devenue fantôme, la féticheuse endormie, le masque, le mystérieux petit garçon des marais, le fétiche du vent, la petite caleba de sel. Maman était déclarée morte. Les bottes de l'ancien combattant, reflet de coquillage. Voilà ces différents titres que nous venons donc de citer, sont l'œuvre de l'imagination de notre cher ami Hilaire, qui nous a transportés dans l'univers africain. Un univers africain où c'est les esprits, c'est les fantômes, c'est les génies, et qui essaient de régenter la société comme il se doit dans notre société traditionnelle africaine. Hilaire, d'où vous avez trouvé l'inspiration pour nous écrire une œuvre où, de la première page jusqu'à la dernière page, l'Afrique était présente. Bon, comme on se le dit souvent en coulisses, oui. et j'ai écrit cette œuvre-là parce que, entre-temps, étant fraîchement nourri de littérature négro-africaine, j'ai découvert tout d'un coup qu'une civilisation pouvait se suffire à elle-même. Oui. Et donc, je voulais, par cette œuvre-là, essayer de démontrer que je pouvais écrire une œuvre entière, sans un clin d'œil à une autre civilisation. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai essayé de fermer un peu toutes les portes autour de moi, pour donner une voix plus forte et plus éloquente à la tradition africaine à cette époque-là. Oui, donc tu étais un pur panafricaniste. Oui, je dirais dans une certaine mesure. En fait, ce n'était pas du panafricanisme actif, mais quand même un panafricanisme de cœur où je trouvais que la civilisation d'Afrique noire, je ne dirais pas africaine parce qu'il y a quand même des Arabes aussi sur le territoire de l'Afrique, où je trouvais que cette civilisation-là pouvait se nourrir d'elle-même en matière de littérature. Voilà. Oui, et là, tu l'as fait. Maintenant, rentrons dans l'intérieur du livre. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons simplement que tu as cette facilité-là d'inventer dans des histoires. Il te revient de nous d'ici, c'est des faits réels ou des faits imaginaires. De toute façon, nous sommes dans le monde du fantasme, du merveilleux, où quelqu'un qui est mort, peut-être ici, à Cotonou, il peut se retrouver à Ouida, épouser une femme, faire des enfants, mais le jour où quelqu'un va le reconnaître comme un vivant mort, il disparaît. Alors, c'est des faits... Bon, comment qualifier? Je ne peux pas dire qu'il manque de l'imaginaire, de l'imagination dans cette œuvre-là, mais la plupart des faits, surtout les faits de fantômes que j'ai eu à raconter, sont des faits quasi réels dans la succession des actions. Vous allez voir, il y a l'une de ces nouvelles-là où je dis, prenez garde, les faits que je vais raconter dans cette histoire, c'est du réel. L'histoire peut ne pas être tellement dans les faits, dans la succession du vécu réel. Mais en gros, je me base toujours sur une histoire vraie. Très bien. Et par exemple, le père. Oui, le père, par exemple, c'est une histoire
presque vraies, Oui. où j'ai eu à toucher même des maisons, des fantômes, des gens passés pour morts, Oui. ont eu à construire, qui existent toujours à Boycon. Voilà. Mais le personnage, je l'ai transposé. Ok. C'est-à-dire que c'est du réel, mais je le transfigure plus ou moins pour pouvoir faire passer mon histoire. Donc on peut dire que c'est du fantastique, c'est vrai, Voilà. mais basé sur du réel. Oui. Et il y a aussi une histoire intitulée Le vieil homme et sa statuette. Voilà. D'ébène, la statuette d'ébène. Oui. Et le vieux, bon, il s'en allait quand il a vu un artisan en train de fabriquer, mais on constate que cette statuette-là, d'accord, qu'on lui a donnée et qui est à la maison, ça dit ce qui arrive à une femme, d'accord, bon, qu'il a voulu aimer. Voilà. Et on voit toujours comment ça peut se passer. Ce qui s'est passé sur un vivant, il vient à la maison, la même chose se produit également sur ces statuettes-là. Oui. Bon, en fait, c'est l'une des histoires qu'on me cite le plus, en fait. C'est le vieil homme et la statuette. Mais je voudrais dire quand même qu'à propos de cette histoire, que presque de toutes les œuvres, de toutes les nouvelles qui sont dans ce livre-là, c'est l'une des nouvelles où l'imaginaire est le plus en avant. C'est-à-dire l'une des histoires les plus irréelles, en fait, où j'ai eu recours à toute mon imagination, mais qui utilise quand même la profondeur de quelque chose que j'ai découvert dans la culture africaine, c'est-à-dire le pouvoir de l'analogie. Oui. C'est-à-dire que tout ce que la façon dont nous vivons en Afrique, en fait, c'est basé sur l'analogie. Très bien. Nos traditions sont basées sur l'analogie. Et j'ai transposé cette façon de voir la chose. C'est-à-dire, un féticheur, par exemple, qui veut agir sur un individu, par analogie, va fabriquer la statuette de cet individu et pouvoir agir sur... Donc, c'est cette capacité de métaphoriser, je ne sais pas si le terme existe, de métaphoriser le réel qui m'a permis de venir à cette situation où je transfigure une statuette en une femme et une femme en une statuette. Et les mêmes faits se produisent. Oui, et l'analogie, c'est aussi bien dans le matériel que dans l'acte. Que dans l'acte. Voilà. Et le mystérieux petit garçon des marais. Bon, voilà, cette histoire-là, c'est une histoire qui a commencé par un fait vrai que j'ai vécu, en fait. Très bien. Mais pas l'histoire jusqu'au bout. Mais une partie de l'histoire est vraie, parce que j'ai eu... En fait, je me suis perdu comme ça sur un endroit marécageux, très lointain, où j'ai rencontré effectivement une petite case que personne que tout le monde fuyait. Mais par curiosité, j'ai voulu découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite case un peu isolée. Très bien. Et je me suis perdu dedans. Et en rentrant dans cette petite case-là, c'était une case qui avait une petite case en forme de spirale et qui m'a conduit sur une petite tombe. Donc à l'intérieur d'une petite case isolée dans un petit morceau de bois, je découvre une tombe isolée. Donc c'est la porte ouverte à toute l'imagination. Et j'imagine la suite maintenant, la vie antérieure de ce petit garçon-là. Voilà. Et nous avons... en fait, je vais lire juste un extrait dit « Mon père ouvrit la porte avec fracas. La vive lueur du matin glissa dans la case comme un éclat de fissure. Alors, avec stupeur et désarroi, je vis une croix debout et au pied de la croix, un petit tombeau. J'écarquille les yeux et j'y lis avec frayeur. Sigi Tom Dovi, mort un 25 décembre, emporté par une violente fièvre, le jour où naissait le petit Jésus. » Oui, mais ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que ce petit-là, il paraît qu'il était mort de fièvre et c'est par la fièvre qu'il venait de s'éteindre pendant que les gens voulaient coûte que coûte donc lui donner quelque chose à prendre. Oui, l'imagination est très féconde là. Oui, bon, quand on a été frappé par un certain imaginaire de son enfance, parce que moi j'avoue que quand j'étais enfant, j'ai été très très nourri d'histoires de fantômes. En fait, j'en connais pas centaines, on me racontait aussi bien que j'avais pas le même regard sur la mort en fait. Oui. Pour moi, on meurt et on survit d'une certaine survivance de la mort. Très bien. Donc,
j'ai nourri cette histoire de cet imaginaire dont j'ai été nourri. Super. Et moi aussi le titre, La floraison des baobabs. Pourquoi ce titre? Non, ça c'est du fil en aiguille que j'ai trouvé ce titre-là avec l'éditeur. Oui, et je peux te dire que tu as pu trouver un très beau titre. Et c'est une très belle œuvre. L'écriture, vraiment, c'est une très belle écriture. Le style est formidable. C'est de la poésie. Non, c'est des mots tissés pour des paroles qui nous montrent le mystère de l'Afrique. Il est dans vos noms. Vraiment, 10 minutes ne nous suffiront pas pour, pour ressortir toutes les richesses de cette belle œuvre que tu as publiée en 2006. À quand la prochaine édition? Je ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Je sais pas tout. Merci infiniment. Nous disons merci à Ilette de Vonon. Merci à tous nos amis qui nous suivent, qui aiment lire. Nous leur recommandons de lire La floraison des baobabs, ça dans la librairie. Je crois bien. Voilà, c'est sur la fin donc de cette émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation et à la prochaine.